Madame, Monsieur, bonsoir. Lutte antiterroriste au Maroc, au menu de questions d'actu ce soir. Le royaume est certes à l'abri d'attaques, mais la menace est là. L'actu, c'est ce 10e coup de filet du PSIJ depuis mars 2022. Le Bureau central d'investigation judiciaire a en effet interpellé hier jeudi 13 individus partisans de l'organisation terroriste dite État islamique. Les opérations conjointes ont été menées dans beaucoup de villes du royaume, notées Casablanca, Mohamedia, Bni Mellal, Khnefra, mais aussi Temara, Tiflet, Tanger, Salkbir, Essani et Berkane dans l'oriental. Selon les données préliminaires de l'enquête, ces individus préparaient des plans subversifs qui visent des installations nationales névralgiques, mais aussi des éléments des institutions sécuritaires, et ce dans le cadre d'opérations de terrorisme dits individuelles. Même mode opératoire d'ailleurs qui avait ôté la vie à un policier, agent de la circulation tué, rappelons-le, à l'arme blanche le 2 mars dernier dans une zone rurale proche de Casablanca. Alors pourquoi veulent-ils s'en prendre aux forces de l'ordre? Quels sont les éléments qui permettent de mettre le royaume à l'abri? Comment faire face aux menaces provenant des régions hautement instables, notamment le Sahel? Et quid de la coopération internationale au vu des changements profonds que connaît la géopolitique mondiale? Pour le débat de ce soir, je reçois Cherkaoui Loudani, expert en relations internationales et géostratégie. Bonsoir Cherkaoui Loudani, merci de vous joindre à nous. Bonsoir Madame Hassan et merci beaucoup pour l'invitation. Merci, marhaba. J'ai également le plaisir d'accueillir cette fois par Skype depuis Paris Abdelrahman Mekawi, spécialiste des questions sécuritaires. Bonsoir Simkawi, merci à vous également de prendre le temps de répondre à nos questions. Ok, bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Mais il y a aussi avec nous Nabil Adel qui se joint à nous depuis Casablanca. Bonsoir Nabil Adel. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. Alors messieurs, tout d'abord un commentaire sur ces interpellations, quand même un chiffre important, 13 individus interpellés. Je commencerai par vous, Cherkaoui Loudani, un commentaire sur ce dernier coup de filet du PSIJ. Oui, c'est une opération d'une grande ampleur. 13 personnes dans une géographie, donc une répartition géographique sur l'ensemble de territoire marocain. De fait, la menace elle est vraiment extrêmement bien préparée. Donc aussi, avec ce démantèlement, le lien avéré avec Daesh était établi. Donc c'est la 4e fois de suite que le PSIJ arrive de démanteler des cellules qui sont affiliées à Daesh, et particulièrement à l'État islamique au Grand Sahara dans l'Afrique subsaharienne et du Sahel. Donc je pense aussi que ce démantèlement est annonciateur d'une menace qui plane sur le Maroc, étant donné que 13 personnes, c'est beaucoup, 13 personnes, c'est-à-dire 13 projets terroristes, 13 attaques. Donc, je pense aujourd'hui, c'est que dans la logique des groupes terroristes, que le Maroc pourrait être une structure d'accueil ou bien de logistique pour ces groupes transnationaux pour toucher certaines régions autres que le Maroc. Et je pense qu'il faut le dire aussi qu'on ne doit pas se focaliser surtout sur la menace interne, parce que étant donné que ces gens-là sont affiliés et sont en allégeance avec d'autres groupes transnationaux, c'est-à-dire que les intérêts stratégiques du Maroc à l'étranger et dans le continent africain sont encore dans le cible. Donc le Maroc est dans le collimateur des groupes terroristes. Ceux et celles qui pensent que la menace terroriste est jugulée, moi je pense qu'il est loin d'être jugulé dans le monde. D'ailleurs, le directeur du PSIJ l'avait affirmé le 17 mars dernier. Il a affirmé que le Maroc, alhamdoulilah, est à l'abri, mais que la menace
persiste et plane encore sur le royaume. En témoigne ce nombre important, encore une fois, d'interpellations de 13 terroristes, 10 villes du royaume. Abdelrahman Mekawi, justement, quand on parle de ce genre d'opération conjointe, on parle de 10 villes et 13 individus arrêtés. Et ce sont ce que l'on appelle des loups solitaires. Alors, est-ce qu'ils étaient organisés en bande et qui étaient un peu dispatchés sur différentes régions du royaume, ou effectivement ces opérations ont été ciblées sur ce que l'on appelle dans le jargon des loups solitaires? Premièrement, au-delà du communiqué du BCIJ, qui est le Bureau central d'investigation judiciaire, un bras de la Direction générale de la surveillance du territoire, et en coordination avec la police judiciaire marocaine dans plusieurs wilayas, le décryptage de ce communiqué nous montre 5 points importants dans le démantèlement de ce réseau affilié à l'État islamique. Le premier point, c'est, comme disait mon ami Roudani, le nombre. Depuis 2021, c'est-à-dire le démantèlement ne dépassait pas les 5 personnes. Ça, c'est important. Deuxièmement, Daesh a réussi à s'implanter presque dans les 4 points cardinaux du territoire national. Troisième point, c'est-à-dire vous avez parlé de loups solitaires. Non, c'est une nouveauté dans cette structure partisane de Daesh, c'est qu'ils ont créé leur propre service de renseignement, de collecte d'informations sur les institutions sécuritaires, sur les personnalités sécuritaires, sur des secteurs névralgiques dans le royaume, et il a réussi à s'implanter aussi bien dans les villes urbaines comme Casablanca, Mohammedia, Tanger, et dans les villes moyennes comme Berkane, Beni Mellal et d'autres. Donc ils ont réussi à s'implanter dans les villes, les grandes villes, les villes moyennes et les petites villes et les villes agricoles. Berkane est une ville que je connais très bien, est une ville agricole. Beni Mellal, la même chose. Stifelt, c'est aussi, c'est pas une petite ville par rapport à Casablanca ou à Tanger ou à Beni Mellal. Donc, ils ont créé leur propre service de renseignement, de collecte d'informations sur les cibles qu'ils ont envisagé de frapper. Et ça, c'est très important. Alors, si vous permettez simplement de terminer une idée importante, c'est que par rapport aux autres réseaux, nous sommes arrivés à presque 200 réseaux depuis 2010. 2010, on a réussi, ou la Direction générale de la surveillance du territoire a réussi à démanteler plusieurs réseaux et plusieurs loups solitaires. Le loup solitaire, lui, il opère tout seul, c'est-à-dire sans référence à une structure. Cette structure de 13 personnes, c'est-à-dire qui ne diffère pas des autres structures du point de vue profil. Ils sont tous du 19 ans à 49 ans ou 45 ans. Niveau d'instruction primaire, des artisans ou sans profession. Donc Daesh cible ces personnes vu leur faiblesse mentale, vu leur faiblesse professionnelle, vu leur immunité religieuse aussi. Donc il y a 4 points qui méritent d'être décryptés, d'être décodé dans le démantèlement de ce réseau de 13 personnes. Je dirais encore une chose, que cette opération s'est déroulée sur la supervision du parquet, et c'est très important au niveau de l'opinion internationale et au niveau des services secrets internationaux qui suivent un peu tout ce qui se déroule au niveau du Maroc. Cette opération s'est déroulée simultanément dans 10 villes
marocaine, c'est une réalité, c'est une compétence, c'est une stratégie de la Direction générale de la surveillance du territoire. Et cela dépend de 4 points, c'est-à-dire le maillage territorial ou la couverture territoriale de la Direction générale de la surveillance du territoire qui couvre tout le territoire marocain. Et c'est ça ce qui a permis le démantèlement simultanément dans 10 villes de 13 personnes dangereuses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une opération qui a été menée indépendant de toute coopération sécuritaire avec l'étranger, soit américaine, soit française, soit espagnole. Ça, c'est un. Et le quatrième point, c'est-à-dire actuellement, j'ouvre une grande parenthèse qui est en train d'être analysée dans plusieurs centres d'études stratégiques, militaires et sécuritaires en Europe et aux États-Unis, c'est que les groupes terroristes qui opèrent au Sahel et au Sahara, dans le Grand Sahara, c'est vraiment des groupes qui sont infiltrés. Ils n'ont que le nom musulman, l'AQMI, Daesh, le Mujaou, Boko Haram, etc. Ils sont tous infiltrés par des services secrets, particulièrement un service secret d'un État maghrébin qui instrumentalise un mouvement séparatiste dont l'encadrement, l'armement de ces groupes que j'appelle les faux djihadistes. Et le terme les faux djihadistes commence à prendre de l'ampleur dans la littérature sécuritaire en Europe et aux États-Unis, même au Canada. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire c'est très délicat parce que si cette guerre est menée contre le Maroc, c'est un mode de guerre qui est mené contre le Maroc par un État qui se couvre, se coiffe, se camoufle derrière des soi-disant des faux djihadistes pour mener des actions de déstabilisation et de subversion contre notre pays. C'est un point très, très important à développer par nos sécuritaires. Donc c'est un mode de guerre, comme disait le général Laporte, un mode de guerre qui commence à prendre de l'ampleur dans le Sahel et dans le Grand Sahara. Un deuxième point que je dois vraiment, avant de terminer, que ces groupes terroristes qui s'activent dans le Sahel et le Grand Sahara ne peuvent pas vivre un seul jour sans 1 litre de carburant venant de l'Algérie et sans eau. L'eau et le carburant, c'est deux matières, deux produits vraiment incontournables pour la vie des personnes dans un territoire de 9 700 000 km². Oui, et puis la relation a été avérée et c'est factuel entre le front séparatiste du Polisario et les groupes de terrorisme violent. On y reviendra certainement, mais avant, je voudrais prendre peut-être un commentaire ou un complément d'analyse de la part de Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie à l'ESCA. Merci, Khaled. Alors, je pense qu'une prédécession était relativement exhaustive. Ce qu'il faut ajouter, c'est la mutation du mode opératoire de Daesh. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'habituellement, les chercheurs classent les groupes terroristes selon leur mode de financement en 3 grandes catégories. Nous avons les groupes territorialisés, les groupes déterritorialisés et les groupes hybrides. Pour les groupes territorialisés, c'est comme Daesh. Quand il avait un État, quand il avait un territoire, on pouvait le localiser et il fonctionnait comme un pseudo-État. Il ne lui manquait que la reconnaissance internationale. Mais il avait un territoire, il avait une population sur laquelle il exerçait une certaine forme d'autorité. Donc, même ses ressources financières étaient les ressources d'un État, donc c'était la vente de pétrole, la levée d'impôts et ainsi de suite. Nous avons les groupes déterritorialisés qui fonctionnent comme une sorte de nébuleuse. C'est pas Al-Qaïda, qui ont un noyau central, mais le reste fonctionne d'une manière déterritorialisée. Et donc, même leur mode de financement, c'est un mode de financement qui s'approche plus des groupes criminels que du financement d'un groupe territorialisé. Donc là, on a la rançon, on a le trafic de tout genre, on a les accointances
avec les groupes séparatistes tels que le Polisario. Et donc, comme mon prédécesseur l'a dit, donc, ils n'arrivent pas à se maintenir sans un financement de type criminel. Kidnapping avec rançon, détournement, menaces, trafic de tout genre, et ainsi de suite. Et puis nous avons les groupes hybrides. Dans ces groupes hybrides, nous avons ce qu'on appelle les loups solitaires. Alors aujourd'hui, quand on voit un petit peu l'ampleur de l'opération et sa simultanéité, sa concomitance, je pense qu'on peut d'ores et déjà nuancer la piste des loups solitaires, puisque les loups solitaires, en général, même s'ils ne sont pas affiliés matériellement et logistiquement à un groupe, mais ils le sont au moins d'un point de vue doctrinal. Donc, ils doivent prêter allégeance à l'un des groupes terroristes connus. Maintenant, au niveau du mode opératoire, c'est un mode opératoire qui est relativement autonome et indépendant. Mais ce sont des gens qui vont faire des attaques au couteau, prendre un véhicule et foncer sur une foule, essayer d'assassiner des agents d'autorité. Leur but est de montrer, c'est pas de faire des dégâts importants, mais de faire parler d'eux, d'utiliser le levier médiatique, même si l'opération est minime dans sa portée, mais eux, ils jouent sur la couverture médiatique et l'instrument et le sentiment de terreur que de tels actes aléatoires provoquent au sein d'une population. Maintenant, dans le cas qui nous intéresse, nous avons une opération qui est importante, nous parlons de 13 cellules, nous avons une opération qui est concomitante, et donc ce sont des gens qui devaient peut-être passer à l'acte. Alors on ne sait pas est-ce qu'il y avait de la coordination ou pas entre eux. Alors s'il y avait de la coordination, je pense que la concomitance et 13 d'un seul coup signifie qu'il y avait au moins un minimum de coordination entre eux, et donc là nous sommes plus proches de l'attaque organisée que d'un loup solitaire qui ferait des actes pour susciter la terreur au sein d'une population, mais sans impact économique majeur. Là, quand on parle d'une solitaire, on ne parle pas, par exemple, d'attentats que pourrait faire Al-Qaïda, que pourrait faire l'État islamique, enfin Daesh, pardon. Là, ce sont des opérations de très grande ampleur. Les loups solitaires ont la particularité de faire de petites opérations parce qu'ils n'ont pas les moyens et leur financement ne leur permet pas d'aller au-delà de ce type d'opération. Et donc, tout ce qu'ils peuvent faire sont des opérations de portée réduite, mais en jouant sur le levier médiatique et le sentiment de terreur qu'ils peuvent installer chez une population pour avoir l'objectif escompté. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur une mutation. Alors maintenant, la menace terroriste, bien qu'elle soit réelle, elle a beaucoup diminué en intensité. On est loin des années entre 2001 et jusqu'à 2015-2016, où là, c'était vraiment l'apogée de la menace terroriste. Maintenant, elle est toujours présente, mais elle est de moins en moins active, puisque ces groupes ont beaucoup perdu de leur super depuis que c'est devenu une lutte globale contre le terrorisme. Mais la menace est là, elle est bien réelle. Il ne faut surtout pas dormir sur ses lauriers. Cette opération remet sur la scène la centralité du rôle du Maroc dans la région en tant qu'acteur incontournable. Nous allons y revenir, si Nabil Adel, nous allons y revenir. Donc vous disiez que la fréquence, en tout cas, ou la force, ou l'attitude même de ces terroristes violents a baissé, mais les chiffres, quand on voit les chiffres depuis la création du Bureau central des investigations judiciaires, 91 cellules démantelées, donc début de création, enfin la création c'est en 2015, 91 cellules terroristes démantelées Sharqawi Roudani, et surtout qu'aujourd'hui le Maroc effectivement conduit une réelle politique anti-terroriste. Donc est-ce que c'est cela qui permet, même si on entend des chiffres comme ça, comme ceci, la menace est là, et parce que c'est ce qui rend la politique efficace, c'est le fait, et donc du coup atténue les risques pour qu'ils passent à l'action, en sachant que même si ce ne sont pas des loups solitaires, mais en tout cas, selon les premiers éléments de l'enquête, ils voulaient s'attaquer
à des points névralgiques et à des éléments de l'ordre, des forces de l'ordre. Oui, écoutez, Madame Ihsan, moi je pense aujourd'hui, c'est que lorsqu'on voit, selon par exemple de 2002 jusqu'à 2023, on a 500 projets terroristes qui ont été avortés par les services de renseignement marocains ou bien par les autorités sécuritaires au Maroc. À peu près 91% de ces 90 cellules qui sont affiliées à Daesh. Donc je pense aujourd'hui, pourquoi le Maroc il est ciblé. Donc il me semble que c'est une chose qu'on doit essayer d'élucider, c'est que le Maroc aujourd'hui présente des atouts géostratégiques qui sont très importants à l'échelle internationale. C'est le pont vers le continent africain, c'est le centre de gravité d'un triangle géostratégiquement très important à l'échelle internationale avec l'Europe, le Moyen-Orient et le continent africain. Et de fait, aujourd'hui, le Maroc maintenant est appelé à jouer un rôle très important dans le commerce international, dans les affaires de lutte contre le terrorisme à l'échelle internationale. Donc ce rôle pionnier aussi du Maroc à l'échelle du continent, étant donné aujourd'hui la contribution du Maroc, elle est hautement significative et importante dans la lutte contre le terrorisme à l'échelle du continent. Le rôle que joue le Maroc dans le démantèlement à l'échelle des pays européens, aux États-Unis, on se rappelle de la cellule de Col James Bridges, voilà, en Espagne, en France, en Belgique. Et de fait, ce rôle qui est très très important, voilà, montre que ce pays qui joue un rôle pivot et avant-gardiste dans la lutte contre le terrorisme. Et de fait, aujourd'hui, les groupes terroristes, d'ailleurs aussi, c'est que ces groupes terroristes ont été récupérés par des acteurs internationaux qui cherchaient de déstabiliser le royaume du Maroc dans un jeu géopolitique très important à l'échelle de la région et de la sous-région. Il ne faut pas oublier les raisons du retrait de la force de Barkhane du nord du Mali, ou bien les problèmes dans lesquels ils s'enlisent le groupement G5 Sahel. Donc il faut poser vraiment les vraies questions. Pourquoi cette déliquescence entre les pays du G5 Sahel? Et de fait, aujourd'hui, il y a certains qui ont intérêt stratégique de disloquer toute une stratégie globale de lutte contre le terrorisme à l'échelle internationale pour asseoir une vision, voilà, dans ces pays-là, dans un objectif aussi, c'est géopolitique. Et de fait, aujourd'hui, lorsqu'on voit par exemple le sens et l'essence de la création de l'État islamique au Grand Sahara, qui sont les gens qui étaient derrière cette création? Lorsque vous parlez par exemple d'Abu Abdallah Ibrahim, qui est Abdelmalek Droukodal, c'est un Algérien qui était affilié au GA et à l'État après Al-Qaïda. Après, il était dans ce qu'on appelle la cellule militaire d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et après, donc, il s'est retiré, il a griffé d'Al-Qaïda ce groupe de l'État islamique au Grand Sahara. C'est-à-dire que même Ayed Al-Ghali du groupe de soutien à l'islam musulman, qui est quelqu'un qui est très très connu dans le monde de renseignement, c'est quelqu'un qui travaille avec des gens, voilà, qui ont des visées géopolitiques et qui ont des visées stratégiques de déstabiliser les États. Donc, et de fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qu'il faut poser, qu'il faut essayer d'analyser avec une certaine objectivité sur le rôle. Objectivité factuelle, c'est-à-dire avec des faits, comment aujourd'hui la relation a été établie entre le front séparatiste du Polisario et ces groupes terroristes. Qui dit, par violents, exemple, bien sûr. Voilà, l'État islamique au Grand Sahara, il a été dirigé par Abu Adnan Walid Sahraoui, c'est un des milices du Polisario. Même aujourd'hui, l'État islamique au Grand Sahara qui est affilié à Daesh, il est géré par une direction collégiale dont la plupart sont issus voilà, des camps de Tindouf. Et donc, de fait, aujourd'hui, est-ce que l'Algérie va rester fermer les yeux, ou bien il le fait exprès, donc sur certaines activités illicites, ou bien sur cette région qu'on peut considérer sécuritairement parlant une zone grise. Donc de fait aujourd'hui, effectivement, la communauté internationale doit regarder les choses avec d'autres lunettes, parce que la menace maintenant, comme on vient de dire, ceux et celles qui pensent que la menace terroriste est loin d'être, voilà, elle est jugulée, donc ils sont vraiment dans l'illusion totale. Donc je pense aujourd'hui,
avec cette connexion qui existe entre le séparatisme et entre le terrorisme, il faut soulever beaucoup de questions sur la fiabilité et la viabilité de certains États de coopérer pour lutter contre le terrorisme. Parce que le Maroc ne pourrait pas jouer tout seul tout un rôle dans le continent, parce qu'on a besoin d'un travail de coopération à l'échelle internationale. D'ailleurs, aussi, si on veut mettre en place une stratégie globale, on doit chercher donc de coopérer et que tout le monde doit travailler avec. Il faut coaguler les synergies. Les services de renseignement doivent travailler ensemble, doivent échanger les informations. On doit suivre donc la poursuite et le suivi de ces cellules ou bien de ces djihadistes dans des zones grises comme par exemple à la région de l'Eptako-Gourma. C'est une région. Mais elle est loin, cette région. Non, mais c'est pas loin. S'il fait pas. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que, voilà, peut-être aussi, chez le commun des mortels, il dit, mais ils sont très loin ici. Mais les réseaux sociaux, les réseaux sociaux maintenant avec l'Internet, un message qui prendrait 1 million de secondes pour arriver à Rabat, ou bien pour arriver à Rissani, ou bien à Berkane, arrivant de Mopti, ou bien arrivant de Tillabéri, au nord du Niger. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une zone grise de terrorisme mondial. Donc là, c'est très important comme appréhension et comme une réflexion stratégique, parce qu'aujourd'hui, tout il est interconnecté, tout il est en liaison totale. Tout ce qui se passe dans la région de l'Eptako-Gourma, ou bien le golfe de Guinée, ou bien dans la région de Cabo Delgado, au nord du Mozambique, voilà, il impacte le royaume du Maroc, il impacte la sécurité de la région et la sous-région. Et il présente aussi des risques sur d'autres régions. Justement, vous avez parlé des réseaux sociaux. Vous êtes un expert et un spécialiste des questions sécuritaires, Abdelrahman Mekawi, et aussi des questions militaires. Quel est le mode opératoire de recrutement? Vous avez parlé tout à l'heure d'un changement géographique, à savoir des régions agricoles, des régions rurales. Est-ce que effectivement le mode opératoire de recrutement a changé aussi? Et quels sont les éléments, quels sont les arguments qui sont avancés pour recruter et pour vraiment réussir à brasser dans cette population en particulier? Oui, si vous permettez, je complète ce qu'a dit mon collègue Charkaoui Roudani, c'est-à-dire pour ces groupes terroristes qui opèrent dans le Grand Sahara et le Sahel, ils ont un géniteur, cher ami. Et le géniteur, il était connu, qui est l'ingénieur un peu de la production de ces groupes terroristes qui s'activent dans le Sahel. Il est connu et il est suivi. Il y a des études qui ont été faites par des militaires français, espagnols, américains, et ils sont suivis par des satellites espions, des drones, etc., etc. Le géniteur est connu. Cher ami, comment il transforme un groupe de criminels, de malfaiteurs, de contrebandiers en un groupe terroriste sous la bannière d'une appellation djihadiste ou tekfiriste. Ils n'ont pas réussi d'ailleurs à mener un djihad de maîtrise qui, M. Adil a parlé, c'est-à-dire un territoire, djihad Temkin au Sahel. Tous les groupes terroristes n'ont pas réussi à sanctuariser, à faire un territoire, ce qu'on appelle Jihad Temkin, comme c'était le cas de Daesh à Raqqa ou à Mossoul ou dans le nord de la Syrie. Donc, c'est des groupes criminels qui étaient des contrebandiers de cocaïne, de Marlboro, de psychotropes, des médicaments périmés, etc. C'est la cocaïne et l'or aussi du Mali et du sud algérien, c'est des produits importants qui sont coiffés par le chef, soi-disant, entre guillemets, d'état-major du Polisario, Mohamed Laqiq, qui est un connaisseur de ces groupes. Et c'est lui qui est gérant, si vous voulez, un peu de tous ces groupes terroristes. Il y a des études crédibles, concrètes,
Maintenant, on fait un peu le langage diplomatique avec nos voisins algériens pour ne pas citer les noms qui coiffent un peu ces groupes terroristes avec le soutien d'une milice qui n'a ni le pouvoir de paix ni le pouvoir de la guerre qui est le Polisario. Ça, c'est de un. De deux, personne, aucun pays n'est à l'abri, cher ami Cherkaoui, du terrorisme. Et l'équation zéro n'existe pas dans ce domaine. Et le Maroc, qui suit une stratégie qui est globale, qui est anticipative, qui a une base de données qui est renouvelée, qui est chaque jour, chaque heure, et qui a un maillage territorial très poussé. On a vu de Berkane, de l'Oriental à Beni Mellal, à Casablanca, d'une manière simultanée. Et donc, ça prouve que la Direction générale de la surveillance du territoire dispose d'une banque de données qui est vraiment fiable, et cette banque de données a un maillage territorial et en même temps une société... Est-ce que vous dites, Sim Kaoui, je vous interromps si vous le permettez, parce que je voudrais vous interpeller justement sur cette banque de données. Est-ce que ça veut dire que ces individus qui ont été interpellés ont des antécédents judiciaires ou ont montré peut-être un changement de comportement qui a mené peut-être les services de renseignement à garder l'œil sur eux? C'est pour ça que je parlais de recrutement, c'est-à-dire que ces gens-là ont été recrutés. Est-ce qu'on savait qu'ils ont été recrutés? C'est une question pertinente, cher ami Khadija. C'est-à-dire, il y a deux sources de renseignement. Il y a la source humaine et la source technologique. Et le Maroc maîtrise les deux sources à la fois, parce que la société marocaine, dans son ensemble, est une société qui rejette le terrorisme. Ça, c'est de un. De deux, la collecte de ces informations, soit technologiques, soit humaines, permet le recoupement de plusieurs coins des quatre points cardinaux du royaume. Et l'analyse pertinente qui permet aussi de ne pas aller d'une manière aléatoire, mais d'une manière très précise à la source du mal. Donc, il y a la collecte des données, il y a l'analyse performante, il y a l'intervention au point précis, à l'heure précise. Donc, le service de renseignement marocain dispose de tout ça. Mais il faut revenir un peu au mode de guerre mené contre le Maroc pour le déstabiliser avec un autre mode de guerre qui est le terrorisme. Et on utilise soi-disant le Mujao, l'AQMI, le Daesh, Boko Haram et les Morabitos, les signataires par le sang, etc. Donc, tous ces groupes sont d'origine criminelle au départ, à qui on a attribué une fonction, un mandat, et qui sont encadrés par le Polisario. Il faut voir les distances qui séparent. D'ailleurs, ce qui se passe actuellement à Marseille comme crime à cause de la cocaïne, en provenance du Cap-Vert, en passant par le Sahel et l'Algérie, montre que vraiment le butin vaut la chandelle. L'or du Mali aussi, l'or de Tiririne au sud de l'Algérie. Donc c'est des butins, et que ces groupes terroristes s'habillent, c'est un habillage religieux pour faire adhérer les tribus nomades, Touareg surtout, les Haratain, etc., pour justement montrer qu'ils sont en train de mener une guerre sainte. Mais d'après moi et d'après les dernières études dans ce sens-là, ce sont des faux djihadistes qui ont opté pour cet habillage musulman pour justement faire adhérer les gens qui ont un niveau d'instruction primaire, comme on l'a vu dans le démantèlement des 13 personnes. Mais qu'est-ce qu'ils leur promettent pour les recruter, Sim Kaoui? Ils leur promettent quoi? Le paradis, de l'argent L'argent, le paradis et les houris, les 72 houris au paradis. Donc c'est le mode opératoire de Daesh à Raqqa et à Mossoul, et même
dans le Sahel. Actuellement, au Sahel, tous les maquisards, les artisans, les partisans de ces groupes sont mariés à 4 femmes, même au Sahel. Très bien. Bon, Nabil Adel, on est face à une menace aujourd'hui et qui est clairement et qui provient de régions instables ou d'ambitions afin de déstabiliser un pays, comme l'a très bien démontré, analysé Cherkaoui Roudani. Mais la question, c'est comment faire face à ces menaces dans le cadre d'une coopération internationale, au vu de tous ces changements qui sont en train de s'opérer, du rapprochement Arabie Saoudite-Iran. On sait aussi que il y a vraiment des pays qui sont impliqués directement, indirectement dans le financement ou dans la militarisation de certains groupes extrémistes violents, qui, en tout cas les alliances qui se font, vraiment font poser beaucoup de questions. Donc je vous pose cette question sur la réponse face aux menaces dans une géopolitique mondiale vraiment extrêmement changeante. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je n'ai pas eu l'occasion de finir mon phrase, l'intensité et le nombre d'attaques terroristes a beaucoup baissé. Et ça, ce sont des chiffres qui le disent. Nous ne sommes plus dans les attaques comme le 11 septembre, comme les attentats de Madrid. On ne parle pas des attaques, mais les menaces sont là, Nabil Adel. On ne parle pas des attaques. Alhamdoulilah, il n'y a pas eu d'attaque parce qu'il y a eu effectivement la vigilance des services concernés, mais de facto, avec ces... attendez, en 1 an et 2 mois, il y a quand même eu 12 opérations que du BSIJ. Donc c'est dire quand même l'importance. C'est presque une opération toutes les 3 semaines. Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de menace, s'il vous plaît. Il faut qu'on soit précis sur les termes. Non, mais c'est pour ça que moi je parlais de menace, vous avez parlé d'attaque. C'est pour ça que j'ai précisé. Non. Là, parce que pour répondre à votre question, pour faire face, il faut réellement mesurer les enjeux. Ça, c'est très important en matière de lutte contre le terrorisme. Donc, la menace est toujours là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, maintenant, comme je vous ai dit, la géopolitique mondiale a changé. Donc, depuis les attentats de 2001, on va dire depuis les années 90 jusqu'en 2013, nous étions dans l'apogée de la guerre contre le terrorisme. Et là, c'était vraiment une lutte globale. Depuis, depuis la fin du 2e mandat de Barack Obama et l'arrivée de Donald Trump, la géopolitique mondiale et les États-Unis ont fait ce qu'on appelle un shift focus. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus focalisés sur la lutte contre le terrorisme, mais ils ont trouvé de nouveaux ennemis, à savoir la Chine d'un point de vue économique et la Russie d'un point de vue militaire. Ils sont en train de s'occuper de la Russie maintenant pour plus tard s'occuper de la Chine. Maintenant, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la menace terroriste n'est plus autant sous les projecteurs qu'il y a quelques années, et c'est ce qui fait que la menace peut potentiellement devenir réelle et passer à un autre stade, puisque le shift focus fait qu'on est de moins en moins regardant sur la menace comme on aurait pu l'être il y a quelques années. Maintenant, nous avons d'autres enjeux, mais d'ailleurs même dans les informations, on parle plus de Chine, d'Ukraine, de Russie et de ces affrontements que de la menace terroriste. Alors que je rappelle qu'il y a à peine 5 ou 6 ans, juste avant la Covid-19, c'était matin, midi et soir. C'est pour vous dire que l'attention a complètement basculé. Maintenant, pour faire face à cette nébuleuse, il y a une doctrine en la matière. Alors le Maroc, je pense qu'il applique en la matière une approche très équilibrée. Le premier élément, c'est couper le financement. Et quand on coupe le financement, on coupe la tête. Alors toutes les réglementations de lutte contre le blanchiment des capitaux, de transparence des systèmes bancaires, de traçabilité de tous les flux financiers que nous avons commencé depuis une dizaine d'années, commencent à donner leurs fruits. Il ne faut pas oublier que les Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? C'est ce que je suis en train de préparer. Il faut dire que les attentats du 11 septembre, par exemple, ont été financés par des cartes de crédit et à l'intérieur du système même. Aujourd'hui, c'est quelque chose que quand on voit les rapports sur l'action des groupes terroristes, c'est quelque chose qui n'exprime pratiquement plus. Donc, ils doivent soit aller vers des circuits parallèles,
c'est-à-dire la contrebande, le kidnapping avec rançon, l'accointance avec les groupes criminels. Donc, ils sortent du système pour se financer. Alors qu'auparavant, ils se finançaient à l'intérieur du système. Okay, d'ailleurs, à un certain moment, on avait même commencé à craindre que le terrorisme financier frappe le système financier international. Parce que les flux étaient tellement entremêlés et les flux financiers illicites circulaient facilement au sein de l'économie mondiale qu'on avait peur d'une contamination qui ait un effet systémique sur le système financier international. Donc ça, c'est le premier point, qui est un point purement financier. Alors, n'oublions pas le deuxième point, c'est la solidité institutionnelle des États. Et ça, c'est un point qui est important. Souvent, les groupes terroristes prospèrent dans des États en faillite, des États où la construction institutionnelle est soit inachevée, soit inexistante. D'ailleurs, la recrudescence de la menace djihadiste et terroriste dans le Sahel était suite à l'effondrement du régime libyen. Et donc, quand nous avons des zones, des no man's land, où nous avons une zone pratiquement de non-droit, tel que ce qu'on peut trouver dans des zones que veut contrôler un groupe terroriste tel que le Polisario, c'est là où on a une absence de renseignement, une zone noire où on ne sait pas ce qui se passe, et donc c'est là le terrain fertile au développement des groupes terroristes. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, qui est non moins important, c'est le discours religieux lui-même. Alors tout à l'heure, on a expliqué comment on recrutait. Alors parfois, la nuance va au-delà. Souvent, quand on a fait des études sur les attentats terroristes, et je pense à Papin qui a fait une analyse sur 4500 attentats terroristes, il a conclu que souvent, les revendications des gens qui passent à l'action terroriste sont des revendications qui sont liées à des territoires, soit qu'ils sont les leurs, soit qu'ils considèrent comme étant les leurs, qu'ils sont perdus. Et donc là, ce sont des enjeux réellement géopolitiques, comme ce sera plus dans l'Afghanistan, comme beaucoup de groupes qui se cachent derrière la cause palestinienne pour semer le chaos et le trouble. Donc là, vous avez des revendications territoriales qui sont bien réelles. Le dernier point qui est important, c'est l'aspect développement économique. Alors, quand on voit, par exemple, tout ce qu'a fait le Maroc en matière de lutte contre l'habitat insalubre, qui était un terreau fertile aux groupes terroristes, en matière d'emploi, en matière de couverture sociale, en matière d'infrastructure, en matière de développement économique, ça n'enlève pas la menace terroriste, mais ça la réduit considérablement. Mais quand vous avez beaucoup de pauvreté, de manque d'accès aux infrastructures de base, le discours de prêche terroriste commence à trouver un terrain fertile pour se propager et pour se rendre. Très bien. Instabilité, effectivement, dans cette vaste région qu'est le Sahel, Sherqawi-Rodani, pour clôturer ce débat. Et puis, il y a cette volonté internationale affichée, ne serait-ce que c'était en 2022 à Marrakech, quand il y a eu cette grande conférence internationale, la présence de 70 pays quand même qui se sont engagés pour lutter contre Daesh. Donc, il y a cette volonté. Mais moi, la question que je me pose, c'est, quel serait le rôle du Maroc concrètement dans cette coalition internationale de lutte contre Daesh? Que gagnerait le Maroc de cette coopération internationale dans la lutte contre Daesh? La première chose qui est très importante, il faut bien souligner que cette mobilisation sécuritaire qui a fait que le Maroc arrive de faire des arrestations d'une manière anticipative et d'une manière avec une approche de lutte contre le terrorisme global, avec la prévention, la répression et même la coopération internationale, avec une sécurisation très forte des frontières malgré la porosité dans les pays de l'Afrique subsaharienne du Sahel, qui reste un problème vraiment substantiel et qui permettent de fluidiser ces attaques terroristes et de simplifier les choses pour les groupes terroristes. Mais j'aimerais bien juste dire une chose qui est très importante. Aujourd'hui, le terrorisme en Afrique, et surtout dans l'Afrique subsaharienne du Sahel, et je pèse mes mots, c'est une culture, ce n'est plus que l'idéologie, tout ça, mais ça devient une culture. Parce qu'il faut essayer de lire tout ce qui est dans le sillage des groupes terroristes, à savoir l'État islamique au Grand Sahara,
à savoir par exemple le groupe de soutien à l'islamisme musulman de Aïd Ghali, le Front Massina d'Amadou Koufa. C'est quoi la culture du terrorisme? Il devient une culture parce que c'est un business. It's money. Les gens cherchent de l'argent. C'est pourquoi le Maroc a toujours plaidé une chose qui est très importante. La façon de concevoir le Maroc pour lutter contre le terrorisme, même ça c'est le langage officiel, et Sa Majesté le roi Mohamed VI à maintes reprises l'a bien souligné. Il a dit comme ça, il faut mettre l'accent sur le développement. Le développement durable, effectivement, dépend de la sécurité durable. Si on n'a pas un développement, donc on ne peut pas vraiment endiguer ou bien juguler la menace terroriste dans le continent africain, et notamment dans l'Afrique subsaharienne du Sahel. Étant donné que les problèmes et les facteurs d'instabilité sont beaucoup. Déjà, les conflits intercommunautaires par exemple, sur les terrains agricoles. Regarde par exemple la région d'Omopti. La région d'Omopti, c'est l'une des régions les plus riches dans le monde, avec des matériaux critiques et des matériaux stratégiques hautement chers pour les pays industrialisés. Mais malheureusement, cette région, c'est la région la plus pauvre dans le continent africain. La population en est pauvre. Voilà, c'est ça. Voilà, la population. La même chose pour le Niger. Et de fait, aujourd'hui, d'ailleurs, le Maroc, dans son inscription dans le programme d'investissement prioritaire de J5 Sahel, c'était ça sa vocation. Essayer de promouvoir le développement économique et en contrepartie, en parallèle, en développant une approche sécuritaire avec une vision plus globale. Je pense aujourd'hui la communauté internationale, comme on vient de dire, doit regarder le continent africain avec d'autres lunettes parce qu'il devient l'épicentre de terrorisme mondial, notamment la région de l'Afrique subsaharienne et du Sahel. Comme on vient de dire, nous avons maintenant 3 régions stratégiques qui devient des régions d'instabilité qui pourraient toucher le monde entier, pas que le Royaume du Maroc ou bien la région de la sous-région, mais c'est une question de temps pour l'Europe et même pour certains pays de l'Amérique. Donc je pense que c'est la région sahelo-saharienne, la région du Golfe de Guinée, la région de Cabo Delgado. Maintenant, avec la crise soudanaise, il y a des informations aujourd'hui qui circulent, c'est qu'il y a un éveil de groupes de Front de libération du peuple soudanais, qui est un groupe terroriste qui a été créé en 1983, qui commence maintenant à bouger dans les frontières tchadiennes et des frontières centrafricaines. Même certains Zitnés de Zagawa du Niger commencent à faire peser dans le conflit soudanais et même travaillent sur une autre structure. Pour vous dire que le terrorisme, il a un volet aussi géopolitique pour certains. Et donc, de fait, aujourd'hui, il y a certains acteurs qui récupèrent et qui manipulent aussi le terrorisme pour des objectifs purement stratégiques et géopolitiques. Qu'est-ce qui va gagner le Royaume du Maroc? Le Royaume du Maroc, aujourd'hui d'ailleurs, la mobilisation sécuritaire renseigne sur l'importance que pourrait jouer le Maroc dans les écoles occidentales et américaines de lutte contre le terrorisme. Okay. D'ailleurs, le Maroc, c'est pour la 3e fois le président du Forum international de la lutte contre le terrorisme, avec Focus Africa, avec les États-Unis, le Niger et l'Italie, et avec même il y a le Bureau onusien de lutte contre le terrorisme en Afrique. Donc je pense qu'il y a plusieurs forums internationaux ici au Maroc, par exemple la Coalition internationale de lutte contre Daesh. Ça c'est très important. Mais je pense aujourd'hui le problème c'est que la communauté internationale doit maintenant regarder la coopération internationale avec une autre vision. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui se passe, les problèmes politiques et les problèmes géopolitiques devient un fardeau et qui complique davantage la coopération internationale. La question du terrorisme, c'est une question qui est très très importante, qui est capable de nuire au développement du continent africain. C'est-à-dire s'il n'y a pas une vision plus globale pour lutter contre le terrorisme dans le continent, donc il faut savoir que d'ici 2030, d'accord, les choses vont s'empirer davantage et d'autres réseaux terroristes et d'autres connexions terroristes, à savoir aujourd'hui que le crime transnational, les organisations criminelles transnationales coopèrent et travaillent en connexion avec les groupes terroristes, ce qui va impacter le développement économique. D'ailleurs, le dernier rapport des Nations Unies dit qu'à peu près 200 milliards de dollars qui a été gaspillé parce que c'est un problème à cause des problèmes sécuritaires dans le continent africain et notamment dans la région de l'Afrique subsaharienne et du Sahel. En fait, avant, c'était des groupes terroristes qui
servaient un certain agenda de certains pays pour étendre leur influence, aujourd'hui, ils servent les agendas et les intérêts de mafia, tout simplement. Tout à fait. Un dernier mot, Abdelrahman Mekawi, peut-être sur cette coopération internationale, aussi sur ces menaces qui pèsent, et surtout au sud du royaume, et c'est ce point-là important que vient de soulever Si Cherkaoui Roudani par rapport à la porosité aussi des frontières. Et peut-être qu'aujourd'hui on entend parler d'arrestation de Marocains, peut-être que dans un futur proche on pourrait aussi avoir des menaces qui effectivement proviennent d'autres pays. Exactement. Moi, j'ajoute à ce qu'a dit mon ami Cherkaoui, c'est-à-dire il y a aussi la concurrence entre plusieurs puissances sur cette région très riche, entre la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran qui vient de mettre ses pieds dans la région, et l'Occident, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Canada. Donc, il y a cette concurrence qui empêche le développement et qui s'ajoute à la fragilité des systèmes politiques et des systèmes de renseignement qui sont gangrénés par les groupes djihadistes. Donc, l'appel de Sa Majesté répété sur le développement comme une seule solution de sortir de cette impasse n'a pas trouvé l'écho parce qu'il y a cette concurrence entre plusieurs puissance internationale et la fragilité des régimes et la faiblesse des services de renseignement qui empêchent tout décollage, un take-off économique dans cette région. Les échanges entre le Maroc, qui est un membre fondamental de la coalition internationale contre Daesh, c'est à travers le renseignement. Le renseignement est devenu une marchandise qui a une valeur vraiment très, très chère, qui s'échange entre les nations. Et le Maroc, avec sa stratégie fiable, a démontré aux uns et aux autres qu'il détient vraiment une banque de données qui leur permettent de diminuer leur territoire contre ces attaques terroristes. Mais il y a les échanges à tous les niveaux, et le Maroc a aussi les yeux et les oreilles partout, même au Sahel, parce que n'oublions pas que le Grand Sahara et le Sahel, c'est le prolongement humain, spirituel, économique, commercial, culturel du royaume chérifien. Le Maroc dispose toujours de réseaux très jusqu'à Gdames, à l'Aïr, au Niger, en Libye et au Sahel, et dans tout le Sahel et le Grand Sahara. Donc le Maroc a vraiment un prolongement humain, spirituel, et je ne cache pas si je dirais que la ville de Ain Salah, Tamrast, Adrar, Tizawatin, etc., Jannat, et sont des villes d'origine marocaine, de l'Empire chérifien. Ils gardent toujours la personnalité marocaine. Donc, le Maroc, la force de ce renseignement sur ce qui se passe au Sahel, merci. Et même pour les contrebandiers qui font l'or entre le Mali, le sud algérien, et Marseille, Alicante et Al-Cabré en Italie, ils sont très connus. Ils sont très suivis par les satellites internationaux. Ne croyons pas que les Occidentaux dorment. Les Israéliens, ils ont même braqué plusieurs satellites espions sur la région et qui collectent un ensemble de renseignements sur ce qui se passe dans la région. Merci beaucoup Abdelrahman Mekawi, spécialiste des questions militaires et sécuritaires. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé à ce débat aujourd'hui sur la lutte antiterroriste du Maroc. Merci encore une fois. Merci. Mes remerciements aussi à Nabil Adel. Merci d'avoir participé au débat encore une fois. Merci pour l'invitation. Et merci à vous également, Cherkaoui Roudani, toujours un plaisir. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité à l'émission. Très bonne soirée à tous.